bonjour à tous. Oui, mes excuses d'avoir modifié un petit peu l'ordre de cette journée. Je suis responsable et coupable. Je m'envole, enfin je ne m'envole pas d'ailleurs, je vais prendre le shuttle. Je pars en Angleterre, on a un forum de la Fédération Caisse Internationale sur le paradressage, donc je m'occupe à la fédération. Et voilà, donc les horaires étaient un peu contraints et du coup, je remercie beaucoup les organisateurs, Nicolas, d'avoir accepté de décaler l'intervention, parce que sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Alors, donc, nous sommes sur une thématique qui vous est chère, qui est effectivement la médiation animale, et donc l'invitation qui m'a été faite, c'était de vous parler de la place du sport équestre dans la médiation équine, avec donc un intitulé qui était adapter sa structure équestre pour y développer le para-équitation. Et je vous avoue que sur le coup, ça m'a pas mal interpellée. Je me suis dit, mais je suis très flattée, et au nom de la Fédération française d'équitation que je représente comme cadre technique. Oui, puisqu'en 2 mots, j'appartiens à la fédération et donc j'ai en charge l'ensemble de développement des activités par équestre, mais pas que, aussi ce qu'on appelle nous et qui on dit. Enfin, tout ce qui peut se passer dans les centres équestres en matière d'activité avec des personnes en situation de handicap. Je me suis vraiment demandé, en fin de compte, ce que je pourrais bien vous apporter, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà énormément avancé sur vos réflexions et que peut-être j'arrivais là un peu comme un cheveu sur la soupe et avec des problèmes peut-être un peu plus de la vraie vie que ceux qui peuvent être vos préoccupations. Mais je me suis quand même dit, puisque je suis invitée, je vais quand même essayer d'apporter quelque chose, en tout cas de donner un témoignage. Et donc je me suis dit, bon... médiation équine, sport équestre, quel lien en fin de compte? Est-ce qu'il y en a un déjà? Parce que bon, je sais ce qu'est la médiation équine, la médiation animale, mais en quoi notre cheval qui nous intéresse aurait-il un rôle de médiateur dans la pratique de la compétition para-équestre? Puisque effectivement, aujourd'hui, puisqu'on parle de sport équestre, on peut aussi beaucoup parler de compétition, parce que la plupart des cavaliers qui souhaitent avoir un projet sportif, la plupart, pas tous, mais beaucoup, rapidement souhaitent également avoir un projet compétitif, faire de la compétition et donc devenir membre, soit de se représenter par eux-mêmes ou devenir membre des équipes de France quand ils sont à meilleur niveau. Alors, je voulais quand même, dans un premier temps, pour pas faire à la trop mauvaise élève, répondre à la question et qui était de savoir en quoi il fallait adapter sa structure. Alors vous avez tous certainement aperçu qu'en 2005, il y avait une loi qui a donc été promue et qui avait comme vœu que tous les ERP, établissements recevant du public, soient accessibles donc aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap. Nous sommes en 2017, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites, beaucoup de choses à réaliser. C'est certainement toujours un vœu pieux. Bon, ça a permis quand même certainement de faire avancer les choses, mais on est encore loin du compte. Il suffit d'aller dans certains autres pays. Je pars en Angleterre là, et en Angleterre par exemple, ou dans les pays nordiques, on se rend compte que l'accessibilité aux gens à mobilité réduite est quand même bien plus développée que chez nous en France et qu'on a encore beaucoup de travail à réaliser. Néanmoins, dans un centre équestre, que peut-on faire? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des structures qui sortent de terre, qui sont neuves. Et là, il y a effectivement pas seulement une obligation, mais je pense qu'il y a une préoccupation et une volonté des gens qui construisent ces clubs d'en faire effectivement des structures adaptées. Donc aujourd'hui, les architectes et aussi donc les autorisations donc de construction pour des établissements qui vont être ouverts au public sont en lien avec l'accessibilité. Heureusement, et c'est une bonne chose. Mais quand on a son centre équestre depuis des années, qu'on est installé, parfois d'ailleurs dans des terrains variés, à la montagne ou même à la campagne, où c'est très peu accessible, que peut-on faire? Alors évidemment, ou alors on est très riche et on commande des travaux myriamboliques, on fait tout bétonner, on fait tout démolir, enfin on reconstruit tout. Mais ne rêvons pas, c'est quand même assez utopique. Ou alors on peut déjà faire des choses simples. Et les choses simples, c'est effectivement voir tout ce qui peut être adapté pour aider les gens à mobilité réduite, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Hein. L'adaptation d'un centre équestre pour quelqu'un qui a une situation de handicap mental ou affective ou social est quand même moins compliquée que pour les gens qui sont à mobilité réduite. Et nous, on se rend bien compte d'ailleurs quand on va sur les sites de compétition que bien souvent les problématiques se présentent à nous, et même dans la vraie vie, quand vous voyager ou quand vous véhiculez avec des gens en fauteuil, vous vous rendez compte que c'est quand même galère. Donc, que
peut-on faire? On peut déjà mettre des plans inclinés, bien entendu, pour les fauteuils. Ça permet donc de faciliter l'arrivée des fauteuils. On peut mettre des renforts visuels pour les déficients visuels, donc tout ce qui est effectivement circuit repeint en blanc, beaucoup plus flashy pour que ce soit plus simple. Alors quand on est aussi encore plus high-tech, on peut mettre des inscriptions en braille, par exemple, pour permettre aux gens d'être autonomes pour aller chercher leur matériel, pour reconnaître le matériel des chevaux, etc., etc. J'avais pas envie de passer trop de temps là-dessus parce que je suis pas sûre que ce soit ça qui vous intéresse. Bon, juste, je me permets de revenir sur une des problématiques essentielles qui est l'accueil de gens en situation de handicap moteur, c'est la mise à cheval. Puisque, bien entendu, nos équidés ont une certaine taille et que mettre donc des gens donc qui ont des problèmes de mobilité à cheval, ça reste quand même notre problématique principale. Alors aujourd'hui, il existe sur le marché en vente deux équipements que je vais présenter pour ne froisser personne. J'ai des petites photos. Il y a ce qu'on appelle le Cavalève, qu'on connaît bien maintenant, je pense que vous le connaissez tous, qui est un système qui permet de déposer le cavalier sur le cheval. Il est très très utilisé aujourd'hui, notamment avec des gens qui ont des pathologies, des polyhandicaps et des personnes qui ont vraiment des difficultés de mobilité et pour laquelle c'est très compliqué de faire les mises à cheval. Ajoutez à ça qu'il y a souvent aussi des problématiques de surpoids, ce qui ne simplifie pas les choses. Donc ce système-là existe et aujourd'hui on le rencontre dans des structures qui sont très très, on va dire, spécialisées ou très ouvertes aux gens en situation de handicap moteur ou polyhandicapés. Alors, j'ai qu'une petite photo comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équilève. Donc, Cavalève, équilève. Bon, il fallait bien qu'ils trouvent des noms différenciés. Et donc là, c'est une plateforme qui se lève et qui se descend, qui a donc un système hydraulique ou manuel, où il y a même possibilité d'avoir une option électrique et qui permet donc d'élever le cavalier à une hauteur plus ou moins importante pour se mettre sur le cheval. Elle est plus polyvalente, cette adaptation-là, parce qu'elle permet effectivement une mise à cheval aussi à l'étrier. Et tout à chacun, je pense que beaucoup d'entre vous sont cavaliers. Aujourd'hui, on a quand même à cœur de ne pas monter comme dans le temps. Surtout quand on vieillit, en étant sur le plancher des vaches, mais se surélever, d'abord pour notre confort personnel et deuxièmement pour moins tirer sur le garrot des chevaux, sur la mise à cheval. Et c'est plus du tout une honte. Dans le temps, c'était une honte, mais maintenant, c'est plus une honte de se surélever. Donc, un matériel comme ça, dans un club, ça permet aussi d'aider l'ensemble des cavaliers qui souhaitent alléger la tâche du montoir. Et puis, quand on a moins de sous ou quand on a moins de besoin, un système beaucoup plus classique qui est une rampe. Alors là, c'est un modèle qui a été fabriqué, mais vous pouvez décliner ça de toute façon. Il y a des gens qui utilisent des quais, qui utilisent des manèges. Une rampe toute simple qui surélève les cavaliers, qui permet donc d'être en hauteur. Aujourd'hui, les paracompétiteurs ne veulent pas se faire déposer sur le cheval. L'équilève, on s'en sert pas beaucoup parce que c'est pas très pratique non plus. C'est souvent la rampe et le transfert qui est privilégié. Après, quand vous allez sur les compétitions, vous voyez des choses assez incroyables, des cavaliers qui se mettent à la force des bras. Enfin, ce sont des athlètes, hein, donc ils aiment bien aussi la mise à cheval athlétique. Autre chose importante, il faut adapter évidemment son matériel, parfois de sellerie. Alors pas toujours, mais c'est vrai que la mise à cheval, par exemple, de paraplégiques, des gens qui ont des blessures médulaires hautes, nécessitent bien entendu des selles adaptées. Là, je vous ai donné la photo de la selle d'une de nos cavalières des équipes de France qui est donc blessée médulaire et qui avait fait faire ce prototype avec un sellier. Et par exemple, il lui avait mis un siège anti-escar donc sur la matelassure. Donc c'est du matériel high-tech, mais indispensable pour la compétition. Donc aussi là vous avez une cavalière aussi qui est donc hémiplégique, qui ne monte qu'à une main, et là vous apercevez un système de rêne donc adapté. Alors là c'est pareil, si vous voulez voir du matériel adapté au handicap moteur, la meilleure vitrine que vous ayez, c'est d'aller voir une compétition de paradressage, et là vous voyez tout en une journée. C'est très intéressant et il y a des tas de choses qui sont inventées, créées. Il y a un règlement, on peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, on peut pas solidariser un cavalier sur son cheval, et un matériel comme l'Hippolyte, par exemple, que vous devez connaître peut-être, est interdit parce qu'il est trop englobant et n'est pas homologué par la FEI. Donc il y a quand même des règles à suivre. Alors, mais
quelles sont, puisqu'on revient à la médiation animale, bon, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Je voulais quand même revenir sur cet aspect médiation animale et médiation équine surtout. Quelles sont les motivations qui amènent un cavalier en situation de handicap à devenir un compétiteur? Parce qu'il pourrait se dire, tiens, ça me fait du bien, ça me permet de faire de la physio, de la kiné, mais pourquoi, à un moment donné, j'ai envie de faire de la compétition? Alors, ça n'engage que moi, mais on se rend compte que bien souvent, les cavaliers qui ont un projet sportif et compétitif sont en recherche de valorisation, mais comme tout à chacun, hein, je pense que quand on veut être champion, c'est aussi parce que quelque part, on aime être valorisé, et parfois aussi de réparation. Alors ce thème réparation, je vous remercie de l'accepter. Il peut peut-être parfois vous paraître un petit peu brutal, mais c'est vrai qu'on se rend compte, nous, que pour certains, c'est une revanche, notamment pour les gens qui sont devenus handicapés suite à un accident et qui ont eu envie de refaire quelque chose. Et juste une anecdote, vous dire que dans les équipes de France actuellement, tous les gens qui sont handicapés acquis étaient cavaliers avant leur accident. Et les cavaliers, donc les autres qui ne sont pas handicapés acquis, sont donc des handicapés congénitaux. Et eux, ils se sont mis à cheval petits parce que la famille ou parce qu'il y avait un intérêt de l'entourage ou éventuellement le centre de rééducation. Et c'est très rare qu'on arrive à amener au niveau des gens qui se mettent à l'équitation après un accident, notamment adulte. Alors on peut pratiquer, mais la compétition, le niveau et l'habileté de l'équitation est telle que c'est très très difficile d'y revenir. Et nous on constate aussi que pour des parents, notamment on a aujourd'hui 2 jeunes compétiteurs, pour les parents il y a aussi une véritable réparation. Voilà, de se dire que pour eux c'est important, voilà, de valoriser leurs enfants et excusez-moi du terme, mais de rêver qu'ils deviennent aussi des champions. Donc on a aussi nous ça à gérer parce que c'est important pour eux aussi. Et c'est respectable de toute façon. Même si ce n'est pas toujours taux de repos pour l'encadrement. Alors, donc, ce cheval qui vous intéresse, qui nous intéresse, moi je me suis dit, est-ce qu'il a un rôle de médiation en fait, ce cheval? Parce que nous on fait de la compète, hein. On rentre sur les rectangles, on fait de la compète, on fait des épaules en dedans, on fait des arrêts. Lui, le cheval, il est médiateur. Alors, oui, peut-être bien qu'il est médiateur, parce que finalement, si c'est amener à quelque chose, la médiation, si c'est permettre de réaliser quelque chose, alors c'est pas forcément dans une relation à l'autre, parce que ce sont des gens, nous, qu'on côtoie, qui ont quand même pas trop de difficultés psychiques ou psychologiques, même si on en a toujours un petit peu les uns les autres, mais c'est pas tellement là-dessus que moi j'ai trouvé l'intérêt, mais je pense qu'effectivement, ils le disent eux-mêmes. Ah, quand je suis à cheval, d'abord je suis comme tout le monde, je suis plus sur mon fauteuil, je suis à la même hauteur, j'avance aussi vite que les autres, je roule pas, je marche. Et deuxièmement, sont mes jambes. Donc le cheval redevienne mes jambes, et c'est vrai que c'est souvent évoqué. Et du coup, ça c'est un élément qui est motivant. Et puis l'autre chose, c'est l'accession, je vous le disais, au podium, au statut du champion. J'ai aussi une anecdote intéressante. Un entraîneur anglais nous expliquait que Sophie Christensen, qui est une grande championne anglaise, qui a gagné je ne sais pas combien de médailles aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, etc., n'aime pas l'équitation, n'aime pas les chevaux. On lui dit, c'est possible ça? Ouais, c'est possible. Mais elle veut être championne. Donc, elle fait l'équitation, elle monte à cheval pour être championne. Bon. Eh ben, écoutez, dont acte, hein. Et elle y arrive. Donc, comme quoi, le parcours de motivation peut être effectivement variable. Alors, du coup, je me suis dit, de quels chevaux avons-nous besoin? C'est peut-être ça qui vous intéresse de savoir pour faire ce travail de médiation par le sport équestre et la compétition. Donc, bon, vous le savez tous, vous, dans vos pratiques plus thérapeutiques, il y a des chevaux qui se prêtent mieux que d'autres à nos activités. En tout cas, nous, en paradressage, puisque c'est du paradressage que nous pratiquons à haut niveau, on voit bien qu'il y a des chevaux qui s'y prêtent mieux. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui pour nous de trouver des chevaux compétitifs, parce qu'il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient performants, et il faut qu'ils soient gentils. Et ça, c'est un certain nombre de paramètres qui font que c'est quand même un peu des perles rares. Donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que certains chevaux étaient beaucoup plus collaborateurs que d'autres. Alors, donc, vous ne serez pas, je pense, vous m'en voudrez pas si je vous dis effectivement que dans ce domaine-là, on est dans la prérogative d'enseignants d'équitation, même peut-être plus d'entraîneurs
aujourd'hui, l'équitation. C'est surtout aujourd'hui, dans le paradressage, dans la compétition, des entraîneurs, notamment des entraîneurs de dressage qui s'intéressent à la discipline et qui encadrent, et qui s'intéressent effectivement à la détection et à la préparation des chevaux. Alors, ce qui est important, c'est la sécurité, bien entendu. Il faut que les chevaux nous garantissent un maximum de sécurité. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a jamais de chute, parce que vous ne me croiriez pas, et vous auriez raison. Mais en tout cas, je peux vous dire que tout est fait pour les éviter au maximum. Et il y en a très peu. Et il y a très très peu de conséquences graves. Il y a des accidents qui peuvent avoir des conséquences, mais comme pour tout à chacun, mais pas tant que ça par rapport effectivement à l'activité. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que l'enseignant fasse en sorte que par ce projet de sport, le cavalier s'épanouisse, mais aussi qu'il soit compétitif. Je vous disais, être champion, c'est le but, donc c'est aussi important à un moment donné d'être compétitif et d'être dans la réussite. Mais avant tout, je vous le disais, il faut qu'ils choisissent le bon équidé. Donc un bon équidé pour faire du concours, c'est quoi? D'abord, c'est une morphologie adaptée. Effectivement, on essaye d'avoir des chevaux dont la morphologie correspond à celle de nos cavaliers. On évite des chevaux d'1,80 m pour des cavaliers qui en mesurent 1,50 m. Quoique, il y a des exceptions qui, effectivement, vont confirmer la règle. Mais d'une manière générale, c'est une chose importante. La qualité des allures. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on veut être compétitif en paradressage, il faut ce qu'on appelle, nous, des avions de chasse en termes de mobilité et d'allure. Il faut des chevaux qui se déplacent très, très bien. Et dans les gradins où on ne fait que du pas, il faut des chevaux qui marchent très, très bien, à 4 temps, avec beaucoup d'impulsion, beaucoup d'engagement. Et ça, dès que vous avez des chevaux qui ont un pas qui se dérègle un petit peu, c'est un gros problème et on peut plus les utiliser. Le caractère, je vous le disais, il faut qu'il soit méga gentil. C'est très, très important. Notamment pour les gradins. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des chevaux qui sont extraordinaires. Et on a eu, avec un de nos cavaliers, Thibaut, des grosses frayeurs parce qu'il a fait un malaise en compétition. Et son fidèle partenaire aujourd'hui, qui est un cheval qui nous a été offert par Madame Perrompette, les écuries HCDC, la propriétaire de Kevin Stone, pour ceux qui connaissent les sports équestres. Et le cheval, il a été extraordinaire parce qu'il s'est arrêté, il a plus bougé, il a attendu qu'on vienne le chercher en disant il se passe un truc pas normal, je vais m'arrêter, je vais attendre que ça se passe. Et il n'a jamais été plus ou moins travaillé désensibilisé, il a fait ça d'instinct. Et on le voit effectivement aujourd'hui complètement là-dedans, quoi. Et on sent que le cheval, il a compris qu'il avait la responsabilité aussi de son cavalier et qu'il y fait très attention. Et ça, c'est précieux. Et puis, il faut des chevaux, bien entendu, très bien dressés, sinon c'est un problème pour être compétitif. Donc, le dressage, eh ben, ça passe aussi par la préparation des chevaux, par les entraîneurs, par les coachs. Parce qu'il faut aussi que nous, on intervienne avant de confier les chevaux aux cavaliers. Alors, autre chose importante, bien entendu, mais ça vous connaissez, il faut que nous pensions à désensibiliser à tout ce qui est extérieur, les fauteuils, les déambulateurs, etc., toutes les choses qui vont être parfois inhabituelles sur les terrains de concours, les drapeaux. Bon, je peux vous dire qu'à Rio, on a même eu des feux d'artifice dans les favelas à côté, donc ça a commencé à pétarader sur la première épreuve. On pensait qu'on était attaqué, mais non. Et au Brésil, quand ils mettent un but, ils font un feu d'artifice. C'est comme ça, même le dimanche matin. Donc voilà, et on s'est rendu compte que les chevaux étaient quand même bien préparés parce que ça n'a pas bougé. Un peu inquiété, mais pas bougé. Et puis, comme je vous le disais, il faut aussi les habituer au harnachement spécifique, les ranapons, les taquets amovibles, les scratchs, etc. Donc ça, c'est à nous de le faire, bien entendu. Là, je vous montre aussi en quoi on peut préparer un cheval. C'est une des images les plus étonnantes du paradressage qu'on connaisse. Cavalière génésique, donc des bras, qui monte donc avec des rênes de filet aux pieds et des rênes de bride à la bouche. Bon, bah, bien entendu, ça ne s'improvise pas, hein. C'est du travail et c'est effectivement progressivement une acceptation du cheval d'avoir ce code des aides-là. Alors, également, je vous disais tout à l'heure, avec le matériel de monteur, il faut que le cheval soit capable de ne pas bouger, qu'il soit immobile, qu'il ne s'inquiète pas. Donc ça aussi, on l'entraîne, on le fait avant. Et puis après, effectivement, comme je disais, des sensibilisations montées. Le remplacement des jambes par les sticks, c'est important. Il ne faut pas que les chevaux aient l'impression que le stick, la cravache, va être une punition, mais bien le remplacement des aides des jambes déficientes. Incurvé à une main, notamment du côté extérieur opposé à la main qui conduit. Tout ça, ça se travaille, on y arrive et ça demande quand même de la préparation.
Et puis, dernière chose importante, il faut remettre les chevaux dans l'intégrité physique, symétrie, souplesse, équilibre, retravailler les chevaux, parce que, et ne le prenez pas mal, nos cavaliers, de par leur handicap, donc peuvent avoir des répercussions sur le physique des chevaux, notamment les hémiplégies. On se rend compte que les chevaux, souvent, ont des contractions donc dorsales et du coup ont des pas qui se dégradent, donc il faut retravailler la décontraction dorsale pour que les chevaux remarchent normalement, et aussi des lombalgies dues aux cavaliers paraplégiques qui ne fonctionnent pas dans le bassin et qui par conséquent ont un peu tendance à taper sur le dos des chevaux, et donc il faut remettre les chevaux dans ce confort et dans cette intégrité physique. Et puis, bien entendu, il faut proposer aux chevaux des séances variées pour que ce soit agréable, des trottings, des détentes, du galop pour les chevaux qui ne font que du pas, bien entendu, des séances en liberté, et donc des tas de choses qui font que le cheval puisse aussi, à un moment donné, avoir sa décompression à lui et garder un bon moral. Bon, bien entendu, on travaille aussi avec un certain nombre pour faire donc cette médiation d'autres intervenants qui sont très précieux, des kinés, des préparateurs physiques et ostéos, les préparateurs psychologiques, et je vous le disais, tous les préparateurs de chevaux comme les éthologues, les vétos, les maréchaux, les ostéo-équins. C'est un vrai travail d'équipe et c'est vraiment important de faire ça à beaucoup et à plusieurs pour de temps en temps avoir une complémentarité indispensable et devenir, nous l'espérons un jour, compétitif. Voilà, pour conclure, c'est Thibaut, donc un des cavaliers membres de l'équipe de France, qui est certainement celui qui a le handicap le plus important, une infirmité motrice cérébrale de naissance, avec des gros problèmes d'agénésie, des problèmes de tonus. Il était à Rio, et donc je lui ai mis sa devise, parce que je trouve qu'elle illustre bien nos propos d'aujourd'hui, en avant où mon cœur et mon cheval me mènent. Je vous remercie de votre attention, et je suis à votre disposition.